L'éducation, un des premiers facteurs d'équité et d'inclusion, puissant vecteur de développement, défini aussi comme l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé et de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Bonsoir, bienvenue. Nous parlons sur ce plateau de l'éducation au niveau secondaire, l'évolution du sous-secteur de l'enseignement général, les principaux changements obtenus ces dernières années et l'avenir que promet le gouvernement Talon à ce sous-secteur. Quelques minutes d'échange avec Waro Yves Tiabi, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir de vous recevoir avec Honoré Naoum, mon confrère de Radio Cotonou. Honoré, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Naoum. Alors, nous vous recevons sur ce plateau. On sait que vous portez bien entendu plusieurs casquettes. Ben, ici, nous vous recevons en tant que ministre en charge de l'enseignement secondaire général. Alors, véritablement, qu'est-ce qui a changé en la matière de gouvernance même de ce sous-secteur? Merci, monsieur Naoum. Je voudrais une fois encore vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler au nom du gouvernement des avancées que nous avons eues dans le sous-secteur de l'ESG depuis 2016 à ce jour. Oui, parlant de gouvernance, effectivement, beaucoup de choses ont changé et c'est visible. Je vous prends à témoin. La première chose que je peux dire, c'est déjà le temps scolaire qui, depuis il y a quelques années, depuis 8 ans, le temps scolaire est respecté. Pour nous, le temps scolaire est sacré parce que le temps ne se rattrape pas. Alors, lorsque une année qui doit faire 9 mois est amputée, comme par le passé où on avait des années scolaires de 5 mois, vous comprenez que cela pose des problèmes. Donc, vous observez que depuis quelques années, le temps scolaire est vraiment respecté. Il n'y a plus de grève intempestive. C'était la principale cause. Les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail avec joie, avec gaieté, avec enthousiasme. Ça, c'est le ministre qui parle, hein? Oui, avec enthousiasme, ils se mettent au travail et ça, je crois que c'est à l'actif de tous les acteurs. Évidemment, du gouvernement, mais de tous les acteurs que je viens de citer. Toujours au niveau de ce sous-secteur, vous allez aussi constater qu'il y a un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique. Par le passé, les parents d'élèves, y compris peut-être vous et moi, nous envoyions systématiquement nos enfants dans le privé, pas parce que c'était pas fantaisie, mais justement parce qu'il se posait des problèmes de confiance. La confiance est revenue et aujourd'hui, les parents d'élèves inscrivent les enfants dans le public sans problème. Et cela se traduit par les statistiques. Ce qui a également changé en termes de gouvernance, c'est les marges d'erreur, la gestion, mettons, qui ne tient pas compte des données statistiques réelles. Aujourd'hui, avec le numérique que nous implémentons au niveau du sous-secteur, c'est des choses qui sont réglées. Alors, nous gérons les flux avec beaucoup moins d'erreurs, nous gérons avec précision, nous mettons à contribution le numérique pour faire de la gestion efficiente, donc nous gagnons en temps, en énergie, et cela peut se constater à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des examens, que ce soit au niveau du suivi des enseignants, du suivi des programmes scolaires, etc., etc. Par exemple, ce qui concerne les examens, vous savez que par le passé, pour le moindre papier, un apprenant pouvait quitter des centaines de kilomètres, quitter carrément pour venir jusqu'à Porto-Novo, rien que pour prendre une attestation. Aujourd'hui, c'est révolu. Voilà donc globalement ce que je puis vous dire. Il y a bien d'autres choses. Si le temps permet, nous allons revenir là-dessus. Qu'est-ce qui a permis de faire dos à ces problèmes? Je vais citer par exemple les grèves répétées. Les enseignants se portent-ils vraiment mieux désormais? Évoluent-ils dans de bonnes conditions désormais? Ce qu'il faut noter, c'est la qualité du dialogue social et surtout la proactivité du gouvernement. Vous allez noter que le gouvernement n'attend pas forcément du tapage avant de prendre ses responsabilités dans la mesure des moyens disponibles. Donc cette proactivité permet déjà de devancer les problèmes, de régler les problèmes selon les moyens de façon progressive.
Et il y a donc cette, mettons, confiance, cette complicité, et qui fait que les enseignants sont réellement au travail. Ils se mettent au travail, et je le disais tantôt, avec vraiment cœur joie, avec enthousiasme. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Nulle part au monde, les Parce qu'il y a beaucoup de grincements de dents, il faut reconnaître. C'est normal, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Nulle part au monde, les choses ne sont roses. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a réellement des avancées en ce qui concerne justement la gestion du personnel, les carrières, les salaires, etc. En termes de salaire, vous savez très bien qu'il y a eu des augmentations, même tout récemment. Il y a eu des augmentations salariales en termes de gestion des carrières, puisque c'était les principales causes de grève. En termes de gestion des carrières, vous savez qu'aujourd'hui, les actes paraissent mieux que par le passé. Vous savez également qu'aujourd'hui, l'enseignant, où qu'il soit, peut accéder à ces actes de carrière justement par le numérique. Par le passé, ce n'était pas ça. Donc, il faut comprendre que tout cela, c'est des éléments qui favorisent justement que les gens se mettent au travail. Le cadre de concertation et de dialogue mis en place est-il réellement fonctionnel? Ça fonctionne. Et au niveau sectoriel, il y a les CAP, les commissions administratives paritaires, qui fonctionnent. Tout récemment, au niveau du secteur de l'éducation, nous avons tenu les élections professionnelles sectorielles et nous allons bientôt mettre en place les bureaux des CAP. Ça marche, ça fonctionne. D'accord. Il y a deux aspects sur lesquels je pense qu'il est important de revenir. C'est l'aspect grève. Est-ce que juste parce qu'on a constaté qu'il y a moins de grèves au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement secondaire de façon précise, qu'il faut dire que tout se porte bien à l'école? Est-ce que c'est un indicateur qui devrait rassurer? Non, nous ne disons pas que tout est rose, je viens de le dire. Mais nous disons, et il faut le reconnaître avec nous, il faut le constater avec nous, que nous sommes proactifs dans la gestion des problèmes des personnels en général et des enseignants en particulier. Et je vais donner quelques exemples. Je sais que vous allez me poser la question sur les AME et à ce niveau, je peux devancer. On y reviendra certainement. Voilà, on en viendra. Bon, c'est des enseignants. Nous n'avons pas attendu pour prendre certaines mesures. Voilà. C'est un exemple. Pour dire que la proactivité du gouvernement participe quand même à ce qu'on est en train de dire. D'accord. Voilà. Le deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les statistiques. Vous avez dit qu'il y a plus de confiance maintenant. Les parents envoient beaucoup plus leurs enfants dans les écoles publiques. Alors, ça veut dire que vous avez un fort taux. Comment on gère ça? Les flux, nous les gérons avec pas trop de difficultés. C'est vrai que nous ne croisons pas les bras. À ce niveau, justement, j'allais vous dire, tenant compte donc de cette première question, que avant 2007, nous avions au total environ 16 000 infrastructures, toutes salles confondues. En l'espace de quelques années, nous en avons ajouté plus de 1000. Et nous comptons en faire davantage. Et tout ça là, c'est des réceptacles pour accueillir donc le flux d'apprenants qui vient. Donc juste pour vous dire que il y a des actions qui visent donc à renforcer le dispositif en infrastructure scolaire, en termes de salles de classe, en termes de matériel pédagogique, etc., en termes d'enseignants. Pour donc contenir ce flux-là. Et justement, pour ce qui concerne les enseignants, ça fait aussi l'un des éléments qu'il faut noter en termes de changement positif. Par le passé, les établissements étaient obligés de faire recours aux enseignants vacataires, un recours systématique aux enseignants vacataires pour régler la question donc d'enseignement. Et vous saviez tous comment cela se passait. Il n'y avait pas réellement un contrôle de la question. On pouvait prendre des enseignants qui n'avaient pas le profil et ainsi de suite, avec un fond de clientélisme, etc. Et nous notions des classes d'examen qui n'avaient pas de professeurs de sciences et consorts, des classes d'examen. Aujourd'hui, c'est révolu. Déjà, le système de vacation a changé. Nous avons mis en place le système d'Aspirada qui permet de régler la question donc, de la pénurie numérique et également de qualité. J'insiste sur la qualité pour mentionner que ceux qui sont utilisés sont dans une base de données et cette base de données est constituée après un test de sélection et peuvent prendre part au test de sélection
des enseignants qui répondent à un certain profil. Le programme d'action du gouvernement promeut en quelque sorte la promotion de l'accès équitable à l'enseignement secondaire général de qualité. À ce niveau, qu'est-ce qui a été fait depuis 2016? Il y a déjà que, quand vous prenez l'indicateur sur le financement de ce secteur, c'est un indicateur très parlant pour montrer les efforts du gouvernement. En 2016, nous étions à environ 61 milliards d'investissements dans le sous-secteur. Aujourd'hui, nous sommes à près de 200 milliards, ce qui représente environ 223% d'augmentation. Ça, pour les financiers, vous diront chapeau. Mais de façon concrète, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que tous les Béninois qui aspirent donc à l'enseignement secondaire général, qu'ils soient filles ou garçons, qu'ils soient en zone urbaine ou en zone rurale, ont réellement accès? J'ai parlé tantôt des infrastructures. Il y a eu donc des investissements au niveau des infrastructures et cela se poursuit. J'ai parlé tantôt des enseignants. Ça fait, rien que pour le sous-secteur, environ 18 000 enseignants AME qui sont recrutés et déployés. Il y a également des ACDPE, près de 2006, qui sont recrutés et déployés. Il y a également la formation des enseignants. Là également, nous les formons en cours d'emploi. Nous formons ceux des AME qui ont des diplômes académiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de diplôme professionnel. Il y a également le recrutement et la formation du personnel d'encadrement, entendez conseiller pédagogique, inspecteur. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'actions pour s'assurer réellement que l'enseignement est réellement garanti, un enseignement de qualité. Des mesures ont été prises récemment qui prennent d'ailleurs en compte quelques préoccupations de ces enseignants AME dont vous avez parlé. Ils sont nombreux d'ailleurs. Mais une question demeure, leur reversement. Où est-ce qu'on en est? Oui, vous voulez parler des enseignants AME. Pourquoi ça fait rire? Oui, ça me fait rire parce que ça me fait sourire parce que la question, elle revient, nous répondons et nous avons l'impression que, bon, il y a des doutes, mais je voudrais vraiment lever ces doutes-là. Le gouvernement n'a pas attendu que l'on réclame cela. Le gouvernement a pris de son propre chef l'initiative de reverser les enseignants AME quand on s'attendait même le moins. Et c'est une décision qui est prise en toute responsabilité. Ce n'est pas parce que la décision est prise que le lendemain, en même temps, cela va s'exécuter. Il faut respecter un certain nombre de critères pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez, les conditions de reversement d'une certaine catégorie en 2008, il ne faudrait pas qu'on retombe dedans. Il y a non seulement des questions de qualité, mais aussi des questions d'équité et par la suite des questions de gestion de carrière. Donc il faut qu'on s'assure que tout ceci est maîtrisé et nous sommes en train de régler cela. Ce n'est pas seulement les ministères en charge de l'éducation qui font le job, il y a également la fonction publique puisqu'il faut les reverser dans la fonction publique. Mais il y a aussi le ministère des Finances, c'est une question budgétaire. Donc le reversement doit tenir compte d'un certain nombre de critères et également justement des questions budgétaires. Mais vous êtes d'accord que quand l'application doit durer beaucoup plus de temps de la date de la prise de la décision, on peut se poser des questions. Je comprends l'impatience des uns et des surtout autres. Quand on sait que ce gouvernement qui a pris justement la décision n'a que, disons, quelques mois, pour ne pas parler de 2 ans. C'est la fin du mandat. Je comprends l'impatience des uns et des autres. Il reste quand même 2 ans. Et non. Et très sincèrement, cette décision qui est prise par le gouvernement sera appliquée. Elle sera exécutée. Je voudrais tout simplement vous rassurer. Je ne vous donne pas de date, mais je vous rassure que ce sera fait et le plus tôt possible. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Et on a encore le temps pour le faire. C'est pas une Nous promesse, avons encore quelques semaines. C'est pas une promesse en l'air. Pas du tout. Parce qu'on vous prendra au mot avant la fin du mandat. Je crois que le gouvernement n'a jamais eu des problèmes de crédibilité en ce qui concerne les engagements qu'il prend. Donc, il faut en tenir compte. Alors, l'argent dont vous avez parlé tantôt, qui est investi aujourd'hui dans l'enseignement secondaire de façon fondamentale pour améliorer la qualité sur le terrain,
Cet argent est investi où? Sur l'homme ou sur le matériel? Sur les deux. Sur le matériel, nous avons parlé des infrastructures. Forcément, lorsqu'on parle d'école, il faut des salles de classe, il faut des tables et bancs, etc., etc. Mais surtout sur l'homme. Sur l'homme, il faut des enseignants et des enseignants de qualité, des enseignants qualifiés. Donc c'est sur les deux. Alors, quand vous voyagez à l'intérieur du pays, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire qu'on identifie des salles sous les arbres ou bien c'est terminé? Je reconnais que nous n'avons pas atteint les standards que nous souhaitons. Je reconnais qu'il y a encore des écoles qui souffrent d'infrastructures. Il y a quelques mois, vous m'avez vu au CEG à Sébé, en train donc, de constater des dégâts de tornades. Mais quelques semaines après, nous avons tout réfectionné. C'est une dynamique. Et ces salles de classe qui sont décoiffées, lorsque vous interrogez l'architecture, soit c'est des salles de classe qui sont là il y a très longtemps, ou qui n'ont pas été construites selon les normes. Et c'est justement tenant compte de tout cela que, très tôt, le gouvernement a mis en place une structure qu'on appelle l'ACIS, l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, pour s'assurer non seulement que l'argent qu'on met à disposition des secteurs de l'éducation pour construire les infrastructures, que cet argent est réellement utilisé pour que nous ayons rapidement les infrastructures, mais des infrastructures construites selon les normes standards, les normes de qualité. Et justement, vous allez voir, vous allez constater, si vous allez sur le terrain, que les nouvelles salles de classe que nous construisons, les nouveaux bâtiments, n'ont rien à voir avec ce qui existait juste là. C'est des bâtiments modernes avec des rampes et qui respectent certaines contraintes, notamment les handicapés qui doivent avoir accès facilement aux salles de classe, les latrines femmes, hommes, etc. Nous allons dans ce sens. C'est vraiment une démarche de qualité. Nous évoquons la qualité non seulement des infrastructures, du matériel, mais nous évoquons aussi la qualité de l'homme, la qualité des formateurs. Est-ce que l'option de faire appel aux enseignants qui jouissent déjà de leur droit de retraite est-elle envisageable? Un enseignant est un professionnel de l'enseignement. Il a non seulement le savoir, mais il dispose aussi de comment transmettre le savoir. Et lorsque il est admis à la retraite, il ne cesse pas d'être enseignant. Dans sa formation, si vous êtes un ingénieur bâtiment à la retraite, vous demeurez ingénieur bâtiment. Alors, toutes les fois que c'est nécessaire... Sauf que vous n'avez plus les mêmes forces. Oui, justement. Vous n'avez plus les mêmes forces, vous avez moins de force, vous avez plus d'expérience. Voilà. Alors, toutes les fois que cela est nécessaire de faire recours à ceux-là qui ont une certaine expertise, et qui ont de l'expérience confirmée et qui ont encore de l'énergie, pourquoi ne le ferions-nous pas si c'est la condition pour avoir les résultats? Je pense notamment à certains inspecteurs et conseillers pédagogiques admis à la retraite, mais qui sont encore solides et qui même font des consultations sur le plan national et à l'international quand on a besoin d'eux. Pensez-vous, M. aussi, que ce n'est pas bien de leur faire appel? Est-ce que ce n'est pas une insulte à la jeunesse? Non, la jeunesse n'est pas du tout mise de côté. Oui. La jeunesse n'est pas du tout mise de côté. Au contraire, la jeunesse est sollicitée. Et ceux-là, si on leur fait appel, c'est souvent pour assister la jeunesse. Nous avons besoin d'eux, pour autant qu'ils soient encore solides. Sinon, les autres pays en profitent. J'en connais, ils sont nombreux à constituer des cabinets d'expertise et qui sont sollicités à l'international. Alors, quand on a besoin d'eux, de leur expertise, de leur expérience, il faut leur faire appel. L'option de recruter beaucoup plus de jeunes, l'option de mettre en place une base de données pour les aspirants qui concerne surtout les jeunes, n'est-elle pas satisfaisante? Je puis vous dire avec certitude que ça se passe nettement mieux que par le passé. Ça se passe nettement mieux que le système de vacations observé pendant un certain nombre d'années qui pratiquement a fait du mal à l'école.
Ça se passe mieux parce que nous avons pu régler la question de la quantité. Nous avons pu régler la question de la qualité. C'est une dynamique qui est en cours. En parlant de dynamique, par exemple, je veux mettre l'accent sur la formation. Nous les formons. Nous formons systématiquement ceux-là, par exemple, qui ne sont pas titulaires de diplôme et professionnels. Donc, pour ma part, c'est nettement mieux. Et justement, grâce à ce programme, nous avons définitivement rompu avec cette situation où vous allez dans des collèges, des salles de classe, d'examen, qui n'ont pas de professeurs essentiels. Monsieur le ministre, je voudrais nous inviter à présent à regarder ces images que nous avons apprêtées pour la circonstance. Ça donne un peu plus de lumière sur certaines de vos actions dans le sous-secteur de l'enseignement général. Depuis 2016, où le Bénin a amorcé une nouvelle ère, le sous-secteur de l'enseignement secondaire est l'un des piliers de la transformation structurelle qui touche l'éducation. Au cœur de la dynamique, une réforme majeure dans la préparation et l'organisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Auparavant, c'était autour de 5 mois qu'il nous fallait de préparatifs et c'était de façon manuelle, quasi artisanale. Nous sommes passés de cette approche-là à une opération d'inscription des candidats en ligne à l'examen du BEPC. Et depuis 4 ans que nous avons mis cette approche en œuvre, nous sommes parvenus en 2023 à réduire le temps des travaux et des opérations à 3 semaines. Depuis 2023, nous sommes parvenus à installer les relevés de notes de façon numérisée et nous les rendons disponibles depuis 2023 en l'intervalle d'1 semaine, mais également la délivrance des attestations de l'examen du BEPC en 1 mois après la proclamation des résultats. Et enfin, pour 2026, il est poursuivi que nous puissions passer, tout comme dans le cadre de l'examen du BEPC, à l'inscription en ligne des candidats à tous les examens techniques. La digitalisation en cours dans ce sous-secteur éducatif vient donc simplifier les procédures. L'amélioration des résultats est due principalement à 3 facteurs. Premier facteur, les hommes. Oui, le gouvernement a recruté assez d'enseignants. L'autre chose qui est cause donc de cette réussite-là, c'est l'arrivée de EducMaster. Plus personne ne peut maintenant tricher. On a le bon vieux temps, vous comprenez. Jacques a doublé là-bas, on négocie, on le met ici, et c'était patronage, au point où ceux qui allaient au BEPC n'étaient pas les gens d'un bon niveau. Et pour garantir une éducation de qualité à tous les élèves, l'un des défis que le gouvernement s'est engagé à relever est la construction d'infrastructures scolaires et leur équipement en vue d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux apprenants et aux enseignants. Le gouvernement, avec l'ACIS, a travaillé sur la modernisation des infrastructures du secteur de l'éducation, en particulier les collèges d'enseignement généraux. Et donc les nouveaux CEG, ce seront des établissements d'abord où il y aura la sécurité, aussi bien pour les personnes que pour les biens, donc ils seront entièrement clôturés. On aura une meilleure ventilation naturelle, donc il sera plus agréable de travailler même en temps de grosse chaleur. On a une bonne luminosité, donc les élèves pourront mieux travailler. Donc chaque bloc de classe aura ses toilettes modernes, que ce soit pour les élèves, en séparant filles et garçons, et que ce soit pour le corps enseignant. Toutes choses qui permettront à chaque apprenant d'avoir accès à un environnement d'apprentissage sûr, adapté et inspirant. On parle d'amélioration des résultats aux différents examens scolaires, dans l'enseignement général notamment. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Oui, monsieur, aussi beaucoup de choses ont changé. Nous avons évoqué la gouvernance, nous avons évoqué la disponibilité des enseignants en nombre suffisant et de qualité. Nous avons également évoqué le temps scolaire qui désormais est utilisé judicieusement. Donc il n'y a plus de perte de temps scolaire et bien d'autres choses. Et tout ça a donné des résultats. Les résultats, c'est... En chiffres? En chiffres. C'est ce que vous observez. En 2016, nous étions pour le BEPC, je dis bien le BEPC,
Oui. à 15,81% de succès en 2015. Dès votre arrivée. En 2023, donc les résultats derniers là, 69,21%. Et la courbe est ascendante. La courbe est ascendante. Et quand je prends le baccalauréat, pour le baccalauréat, nous étions en 2016 à 30,14%. Et l'an dernier, en 2020, 63,08%. Ça, c'est des indicateurs qui parlent d'eux-mêmes et qui nous rassurent de ce que les réformes engagées Est-ce que ce ne sont pas des résultats politiques aménagés? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Que cela soit ainsi. Notre baccalauréat est respecté dans la sous-région, vous le savez très bien. D'accord. Notre baccalauréat est respecté dans la sous-région. Et il y a de ces pays, lorsque vous allez avec un baccalauréat béninois, européen, des pays européens, vous ne refaites pas le baccalauréat, contrairement à... Vous avez le sentiment que c'est de la même façon jusque-là? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'éducation n'a de valeur que lorsqu'il y a de la rigueur. Et si nous voulons vraiment évaluer à sa juste valeur ce que nous faisons, il faut forcément de la rigueur, non seulement pendant l'apprentissage, mais aussi au moment des évaluations. Donc, c'est des résultats totalement honnêtes. D'accord. Un problème qui a existé jusqu'à présent, sinon jusqu'à un passé pas si lointain, la pénurie des enseignants, notamment dans des matières comme les mathématiques, les sciences physiques et même de l'éducation physique et sportive, les sports. Comment est-ce que vous gérez tout ça aujourd'hui? Quelle est la situation? À quel taux est-ce qu'on se situe en termes de couverture d'enseignants? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 95% de couverture d'enseignants. Je répète, plus de 95%. Vous avez évoqué les mathématiques. Nous n'avons pas de souci de mathématiques en ce qui concerne les enseignants du premier cycle. Nous en avons en ce qui concerne les professeurs certifiés et nous travaillons à corriger cela. Pour ce qui est de l'éducation physique et sportive, oui, justement, à ce niveau, on n'en parle pas, mais c'est plutôt là où il y a le plus de besoins. Mais ce sera corrigé parce que notre Institut national de sport à Porto-Novo, l'INEFS, a mis donc sur le marché des centaines, environ 400 à 500 enseignants qui constituent le vivier que nous allons bientôt recruter suite à un test qui est en cours de préparation. Mais à moyen et long terme, en ce qui concerne les professeurs de sciences et de mathématiques notamment, nous pensons que cela sera réglé avec la mesure prise par le gouvernement de créer des écoles normales scientifiques et des lycées scientifiques. Okay. Et là également, les financements sont bouclés, les études sont achevées. Il est question de mettre en place des lycées scientifiques qui vont former nos enfants à partir donc de la seconde jusqu'en terminale en sciences exclusivement. Ils auront un baccalauréat scientifique et ils seront récupérés par des écoles normales scientifiques, donc des écoles normales supérieures scientifiques, pour faire d'eux donc des professeurs certifiés de sciences. Et la question sera réglée à donc les conditions seront réunies pour pouvoir les accueillir après, parce qu'il ne faut pas les former, après ils seront en l'air. Non, justement. D'accord. Alors, les standards, quand on parle d'occupation au niveau des salles, c'est que le ratio entre enseignants et comment dirais-je, apprenants. Quels sont les standards du Bénin? Est-ce que nous sommes dans les normes aujourd'hui? Oui, parce que les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, il faut quand même régler ça aussi. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. La situation n'est pas uniforme. D'accord. Nous avons bien des établissements où les standards sont respectés. Et au niveau du secondaire, nous parlons beaucoup plus donc, de groupes pédagogiques et d'effectifs. Mais malheureusement, il y a quand même des établissements où les standards ne sont pas respectés. Okay. J'ai pris une directive pour demander donc le respect donc, des standards et demander à tous les chefs d'établissement de respecter les standards. Évidemment, de notre côté, avec justement l'outil du numérique, nous avons donc pratiquement la situation et nous essayons donc de corriger à partir du niveau central. Mais quand le chef d'établissement n'a pas l'effectif qu'il faut, le nombre d'enseignants qu'il faut à sa disposition, comment il fait pour respecter le standard? Nous mettons les enseignants à sa disposition.
Donc il alerte. Voilà. Il alerte et on met à sa disposition. En fait, comment cela fonctionne? Oui. Il y a une plateforme qui est disponible au niveau de chaque établissement. Et les chefs d'établissement n'ont qu'à renseigner avec donc, les statistiques. Et ça ressort au niveau central et avec justement une étude, une analyse qui est faite et qui sort donc les options donc, à observer. Votre ambition, celle-ci qui vous est beaucoup chère d'ailleurs, c'est de n'avoir qu'à gérer seulement 30% d'apprenants dans l'enseignement général. Le renversement de la tendance, comment est-ce que ça se fait de façon concrète aujourd'hui? C'est progressif. Les apprenants eux-mêmes et les parents sont très sensibilisés et comprennent l'orientation du gouvernement. Je peux vous dire que déjà au niveau du technique, nous constatons une levée donc, des effectifs. J'étais au lycée Koulibaly pour lancer la première série des examens techniques et j'ai pu noter là que nous sommes passés de moins de 4 000 candidats en 2016 à plus de 12 000 actuellement. Donc les chiffres multipliés par 3-4. Et quand vous prenez les effectifs, même au niveau des filles, ces effectifs existent là, là également, nous avons une flambée et cela ne va pas s'arrêter. Alors, lorsque nous parlons de 70% au niveau de l'UFTP, ne regardez pas seulement le système formel, il y a également le système informel. Autre chose, tantôt nous parlions de la réforme au niveau du BEPC. En fait, cette réforme qui veut que tous les enfants, dès déjà le premier cycle, fassent tous les sciences, c'est également pour les préparer à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Voilà. Donc c'est une réforme que vous comptez piloter? Elle est déjà conduite, elle est en cours. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais aborder le volet des filles. Vous avez annoncé, bien entendu, à la communauté que vous allez créer les conditions pour accueillir donc gratuitement les filles dans l'enseignement secondaire. Qu'est-ce qu'il en est concrètement aujourd'hui? Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Vous observez qu'il y a des kits scolaires qui sont gratuitement distribués aux filles et sous la conduite de ma collègue, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il y a même des transferts monétaires qui sont attribués à des filles, tout ceci pour les encourager et surtout les maintenir à l'école. Il y a aussi d'autres grandes actions que vous connaissez. Déjà qu'au premier cycle de l'enseignement secondaire général, vous êtes conscient que les filles ne payent pas de contribution. Donc la subvention, l'exonération... Quand vous dites les filles, est-ce que c'est toutes les filles? Parce qu'il faut vraiment clarifier cette notion. Oui, je vais préciser. Tous les Béninois nous suivent. Il s'agit bel et bien de toutes les filles de l'enseignement secondaire général premier cycle, au niveau donc du public. Nous allons même au-delà. Depuis l'année dernière, cette mesure a été étendue au second cycle avec une mise à l'échelle de 20 communes sur les 12 départements. Donc la mesure d'exonération est déjà effective au second cycle. Donc il y a des collèges à 20 communes où les filles du second cycle ne payent pas de contribution. D'accord. La généralisation est prévue. La génération est prévue. Si nous avons commencé, c'est que la génération est prévue. D'ici 2025. Cela tiendra compte évidemment de la performance du budget. De toutes les manières, c'est prévu. Qu'est-ce que toutes ces actions, c'est vrai, cela arrange les filles, cela arrange une certaine couche, mais qu'est-ce que cela coûte à l'État? Ça fait beaucoup d'argent, rien que pour la subvention dont je viens de parler. Et nous sommes à près de 4 milliards par an. Et c'est beaucoup d'efforts. Pour les générations au premier cycle. Oui. Ça va continuer quand même? Ça va continuer. Puisque ça donne des résultats, une fois que c'est mis en chantier, et il y a des évaluations périodiques. Lorsque les évaluations sont concluantes et les évaluations montrent que c'est un bon chemin pour régler bien des défis, et pourquoi s'arrêter? Est-ce qu'il vous plaît de rappeler l'objectif derrière ces mesures? Oui, je disais tantôt que les kits scolaires, les transferts monétaires, ça permet d'encourager les filles, surtout en milieu rural,
de poursuivre les études. Ça permet la rétention, parce que nous avons un taux de rétention qui n'est pas très reluisant. Donc ça permet surtout la rétention des filles. Il y a même des actions qui vont au-delà des transferts monétaires directement aux filles. Il y a des actions qui sont faites en direction des mères de ces filles pour des activités génératrices de revenus. Alors, les garçons, parce qu'il y a des familles où il n'y a pas de filles, il n'y a que des garçons. Ces garçons seront jaloux de ce que vous faites en direction des filles. Encore que parfois, il existe des garçons plus défavorisés. C'est ça, effectivement, plus que les filles. Je suis d'accord avec cette perception qu'il ne faut pas négliger les garçons. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Les garçons en soi ne sont pas négligés, même s'il y a plus d'actions en direction des filles. Il y a une réflexion en cours pour que le fossé ne soit pas grand et qu'on s'assure que réellement l'équité est assurée. En prenant des mesures en faveur des filles, il faudrait qu'on s'assure que les garçons aussi sont, surtout comme vous le dites, défavorisés. Il faudrait qu'on s'assure qu'ils... Donc il y a une réflexion en cours dans ce sens. Est-ce qu'il ne faut pas se préoccuper aussi de l'encadrement? On l'a abordé brièvement tantôt, les inspecteurs pédagogiques, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs pédagogiques. Qu'est-ce qui est fait en leur sens? L'école, c'est les infrastructures, c'est les élèves, c'est les enseignants, mais c'est aussi le contrôle et l'encadrement pédagogique. Nous ne sommes pas restés les bras croisés à ce niveau. En 2016, nous avions quelques conseils pédagogiques et informels. Pour tout le Bénin? Oui, et informel. Quand je dis informel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un corps. Il n'y avait pas un corps, c'est des conseils pédagogiques qui étaient cooptés. Et nous en avons recruté et formé et déployé. Et c'est la même chose au niveau des inspecteurs. Nous en avons, ils étaient 65 pour tout le Bénin. On en a recruté 75 qu'on a formés et déployés. Et il y a une très belle perspective pour ces deux catégories dans les années à venir. Et nous allons en recruter des centaines, selon donc le plan de recrutement que nous avons mis en place. Le plan est déjà en place? Le plan est déjà mis en place. Et au-delà donc des conseils pédagogiques et des inspecteurs, nous avons ce que nous appelons le REAP. Le REAP, c'est le réseau d'animation pédagogique, d'encadrement d'animation pédagogique, qui est assuré justement par le personnel d'encadrement, donc entendez conseillers pédagogiques et inspecteurs, et pour s'assurer que les enseignants, où qu'ils soient, bénéficient de l'accompagnement du personnel d'encadrement. Pour s'assurer également que les enseignements sont assurés, des enseignements de qualité, et les programmes d'études sont assurés à 100% avant la fin de l'année scolaire. Et justement, c'est à travers ce réseau que tout ce dispositif-là est assuré. Et d'ailleurs, nous avons institué une revue de performance pédagogique qui se tient de façon périodique pour nous assurer du niveau, des programmes d'études dans chacun des collèges. Ce qui suppose que lorsqu'il y a des problèmes à certains endroits, il y a des plans de rémédiation, soit sur les élèves ou sur les enseignants ou sur les programmes, pour s'assurer que réellement tous les enfants ont pu avoir l'enseignement qu'il faut avant la fin de l'année scolaire. En 2026, comment imaginez-vous le Bénin en termes d'infrastructures scolaires? En termes d'infrastructures scolaires, je crois que nous allons observer un grand changement qualitatif. Je ne dirais pas une révolution, mais un grand changement qualitatif. Vous avez vu la maquette tout à l'heure que j'ai vue quand le DG Assise parlait. Ce n'est qu'une maquette. C'est une maquette. Et une maquette, ça veut dire que c'est d'abord une vision et vous allez vers cette vision. Et je disais tantôt qu'il y a déjà des infrastructures qui sont déjà construites sous ce modèle-là. Alors nous allons en avoir beaucoup plus. Avant 2026, nous projetons près de 1000 salles de classe à construire. Et ça, c'est déjà logé dans des projets tels que le projet Sens, Défi Pro et Consort. Voilà. D'accord. Donc, cela veut dire qu'on peut se frotter les mains, c'est ça? Oui. Et faire entièrement confiance au gouvernement pour atteindre ses objectifs?
nous pouvons nous rassurer que les problèmes d'infrastructure sont réellement adressés. Nous en avons déjà fait 1 millier et il y a encore 1 millier en cours. D'accord. Voilà. En termes de perspective, toujours pour ce sous-secteur, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Nous parlons beaucoup de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, où il y a des chantiers, tout le monde est au courant. Au niveau de l'enseignement secondaire général, il y a également beaucoup de choses qui sont faites. L'ambition du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, c'est de faire en sorte que l'éducation en général au Bénin soit réellement enviée. C'est de faire en sorte que nous respections les normes et les standards internationaux. C'est de faire en sorte que l'apprenant béninois n'ait rien à envier de l'apprenant marocain, français, sénégalais et consorts. Voilà pourquoi toutes ces réformes sont engagées et se poursuivent, notamment actuellement. Nous travaillons sur les curricula, les programmes d'études avec le CNE. Nous en parlons très peu, mais voilà une structure qui fait beaucoup, le Conseil national de l'éducation. Donc actuellement, nous travaillons sur les programmes d'études pour les mettre aux normes. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour vous dire que ce sous-secteur n'est pas du tout abandonné. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui se font. À l'échelle de 10, vous donnez quelle note? On est où actuellement? C'est à vous d'apprécier. Nous sommes sur le terrain et nous jouons. Et c'est à vous d'apprécier. Non, vous-même, voilà. vous voulez atteindre quel standard? C'est ça la question. Oui, en termes de standard, nous voulons atteindre les meilleurs possibles. En 2026, oui. À l'échelle de 10, vous voulez être à quel niveau? C'est la question. Si je disais que nous voulons 10 sur 10, vous direz quoi? D'accord, vous êtes trop ambitieux. Voilà. Aujourd'hui, on parle de 30% d'apprenants à gérer dans l'enseignement général. Est-ce qu'après 2 ans, après 5 ans, on va descendre encore 20%, 10% pour totalement finir par éliminer l'enseignement général? Parlant de 30%, nous nous sommes donné l'horizon 2030. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Non, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Et je vous disais que timidement, ça a commencé parce que nous observons que les statistiques commencent pas à évoluer dans le sens que nous voulons. Donc c'est sûr que dans 2 ans, la même tendance sera observée. Il y aura nettement plus d'apprenants au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, ainsi de suite, pour qu'en 2030, selon donc nos prévisions et en fonction des actions qui sont menées, nous arrivons réellement à ce résultat-là. Avez-vous un message à adresser à ces acteurs-là qui vous accompagnent dans l'accomplissement de vos tâches? C'est vrai que le gouvernement, lui, il donne les orientations, s'assigne des objectifs qu'il faut atteindre, met en place des chantiers en termes de réforme, mais les acteurs qui travaillent autour sont nombreux. Il y a les enseignants, en premier lieu, que je voudrais vraiment saluer et pour qui j'ai un profond respect, parce que ces chiffres que nous venons de donner en termes de performance au niveau des examens, des résultats des examens, ce n'est pas sans eux. C'est la preuve qu'ils ont compris que ces réformes sont porteuses et ils se sont associés à cela. Et cela me paraît très important. Je voudrais qu'ils aient davantage confiance et qu'ils aillent dans ce moment. Cela peut demander quelques sacrifices, c'est totalement normal, des sacrifices des uns et des autres, mais le plus important, c'est de reconstruire notre école pour un meilleur avenir. Les parents d'élèves ne sont pas du reste. L'éducation, ce n'est pas seulement une question de salle de classe, ce n'est pas seulement une question d'école ou d'enseignant, c'est aussi à la maison. Je voudrais en appeler donc à la responsabilité des parents que nous sommes pour qu'ils aient un regard sur leurs enfants. Je sais que dans certaines de nos contrées, il y a des enfants qui sont presque abandonnés. Nous travaillons à sensibiliser les parents de manière à ce que réellement ils prennent leurs responsabilités. Donc pour les parents d'élèves qui nous observent, je voudrais donc qu'ils apportent leur contribution, qu'ils comprennent le sens des réformes pour qu'ensemble nous reconstruisions réellement notre système. Les partenaires, nos PTF, ils sont nombreux qui nous accompagnent, aussi bien au niveau de l'USG que de l'UFTP. Je voudrais les rassurer.
les rassurer de ce que le gouvernement est réellement déterminé, les rassurer de ce que les équipes qui sont mises de part et d'autre pour conduire ces chantiers, que ces équipes-là sont réellement bien constituées. Nous avons des défis que nous essayons de relever. Nous avons ensemble des résultats. En cours de parcours, il peut y avoir de nouveaux défis. C'est ça même, l'éducation. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Donc je voudrais appeler tous les acteurs pour qu'ensemble, autour du gouvernement, nous puissions réellement reconstruire notre secteur. Alors, sur ce chantier-là, où est-ce que c'est plus difficile pour vous? À quel niveau c'est plus difficile? C'est la mobilisation de ressources ou bien les collaborateurs qui font à leur tête? La mobilisation des ressources n'est pas le problème fondamental. Les collaborateurs non plus, parce que lorsque vous donnez l'exemple en tant que chef d'équipe, ils suivent. C'est vrai qu'en toute chose, le plus difficile, le plus important, c'est l'homme. Alors, nous travaillons sur l'homme pour que déjà il y ait un changement de paradigme, pour que tous ils se rendent compte que ces réformes voulues, engagées par le gouvernement, ces réformes-là, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien du secteur. Et que surtout, ils s'associent à cela. C'est ça même l'équipe. Donc, vous voyez ça, la combinaison? Ça vient progressivement. L'administration et les acteurs sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment cette complicité-là? Nous n'avons pas de choix que d'aller dans ce sens. Et cette complicité, elle est en construction, elle est progressive. Vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint un niveau de complicité et baisser les bras. Non, il faut y travailler à tout moment. Votre mot de fin pour clôturer? Merci bien. Je voudrais vous remercier, chers amis de la presse, une fois encore pour cette opportunité que vous nous donnez et dire que nous sommes toujours disponibles lorsque vous avez besoin de nous pour donner les informations justes et fiables pour donc les acteurs et pour les Béninois. Je voudrais une fois encore remercier tous les acteurs de l'école béninoise en général et de mon sous-secteur en particulier et dire encore une fois d'avoir totalement confiance en ce que nous faisons au niveau du gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre Yves Tchabi-Kouaro. Vous avez donc à charge de conduire, bien entendu, le ministère qui s'occupe de l'enseignement secondaire général de notre pays. Vous avez donc fait cet exercice avec nous pour présenter un tant soit peu l'état de l'enseignement secondaire général dans notre pays. Et nous vous disons merci pour votre disponibilité et on vous retrouvera certainement dans quelques mois pour faire un autre bilan. Merci. 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 Merci, Marcel. IBIS TV, créé pour inspirer.